Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très ravi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir et merci de choisir une fois de plus TLR TV. Il n'est un secret pour personne, la situation socio-économique du Congo-Brazzaville est telle que les étudiants accusent plus de 30 mois d'arriérés de bourse impayés, les retraités sont à 26 mois d'arriérés de pension impayés, les salariés notamment, les fonctionnaires actifs ne savent plus à quelle date percevoir leur salaire. L'accès à l'eau potable et à l'électricité demeure un luxe au Congo-Brazzaville. Le système éducatif et celui, bien entendu, de la santé sont pratiquement à l'agonie. Le pays est lourd endettés, isolés des institutions financières internationales. Voilà dans quel contexte les Congolais sont attendus aux urnes le 17 et le 21 mars 2021 pour élire le nouveau président de la République du Congo. Malgré ce contexte bien sûr difficile, raisons évoquées, respect des délais constitutionnels et de la démocratie. Mais une question s'impose. Est-ce une élection et forcément un indice de démocratie? Voilà à quoi va tenter de répondre notre invité aujourd'hui qui est Anissé Poiti-Amar, un Congolais installé au Canada. Il a actuellement séjour à Brazzaville. Il est juriste, économiste spécialisé des finances publiques et de la fiscalité. Il est aussi avocat au barreau du Québec. Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur Perrin. Faudrait-il que je t'appelle maître ou monsieur le financier? On se connaît depuis longtemps, vous faites comme vous voulez. Alors, maître, c'est beaucoup mieux. Voilà, nous parlions donc des élections qui pointent à l'horizon et dans un contexte socio-économique, les autres ont dit difficile. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de la situation socio-économique du Congo actuellement? Et je reprendrai la présentation que vous avez faite. Certaines personnes pourraient discuter cette présentation, mais elle n'est pas très éloignée de celle que les évêques ont eu adressée, de celle que certaines autres personnalités qui se sont exprimées publiquement ont eu adressée. Et toujours est-il que pour les éléments non contestés de ce diagnostic, le président de la République, dans son discours de décembre 2020, est revenu sur certains de ces éléments, plus particulièrement ceux en lien avec l'économie et les finances publiques. Donc, je n'ajouterai pas grand-chose, sinon pour reconnaître que notre pays est en train de traverser une situation très difficile et c'est sans précédent. Dans ce contexte, était-il nécessaire d'organiser une élection présidentielle, celle du Congo bien entendu, qui est annoncée pour le 21 mars 2021? J'ai abordé la question de l'opportunité plus d'une fois déjà depuis mon séjour au Congo. De mon point de vue, lorsqu'on pense élection, parce que malheureusement, je constate dans les discussions publiques que de nombreuses personnes considèrent une élection comme une fin en soi. On oublie que l'élection n'est qu'un moyen de gouvernance publique, donc ce n'est pas une fin en soi, comme tous les moyens. Il se pose toujours la question de l'opportunité. Et en ce sens, en considérant la gravité des difficultés économiques et financières du pays, la question de légitimité que l'on pose en pensant que c'est devant le peuple qu'il faudrait aller chercher cette légitimité, ce qui est normal par temps ordinaires, mais par des temps extraordinaires, on ne pense plus en fonction de la règle constitutionnelle, mais en fonction des circonstances exceptionnelles qui appelle une interprétation différente de la Constitution. Donc, en épousant la situation, si on pense l'élection comme une fin en soi, on a l'impression qu'il y a une contrainte constitutionnelle et qu'on n'y peut rien. Mais si on pense la situation de la société d'abord, donc si on met la situation avant l'élection, à ce moment, on se pose la question de l'opportunité que vous soulevez. Est-ce que dans les circonstances actuelles, l'on peut se permettre d'aller à l'élection comme on le ferait par temps ordinaire? Ma réponse est non, et de ce point de vue, je dis que la Constitution n'impose pas cette contrainte. La règle inscrite dans la Constitution s'applique à des moments ordinaires. Or, le Congo, en ce moment,
de mon point de vue, est en état de guerre. On reviendra donc là-dessus pour comprendre un peu quelle perspective pour sortir le Congo de cette crise. Mais en attendant, est-ce que le contraire ne serait pas non plus un péché pour le gouvernement congolais de ne pas organiser ces élections? On l'aurait accusé d'avoir violé la Constitution. Aucunement, c'est une interprétation que j'ai des doutes face à cette interprétation de la Constitution parce que, évidemment, lorsqu'il y a une règle impérative qui est posée et qui s'applique par des temps ordinaires, si par temps extraordinaires, vous continuez avec la même règle, regardez, pendant les guerres 14-18, partout où il devrait y avoir des élections dans les pays touchés, il y avait eu des suspensions qui étaient sine die. Il n'y avait pas de date de reprise des élections simplement parce que la situation de guerre ne permettait pas ces élections. Entre 40 et 45, ça a été la même chose. Simplement que nous prenons les choses avec une certaine légèreté dans nos pays. Mais je vous ai dit que le Congo est en état de guerre économique. Vous voyez comment le monde occidental s'est organisé pour combattre le coronavirus. C'est exactement ce qu'on devrait faire au Congo pour combattre le chômage et pour renverser la vapeur dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Je suis d'accord avec vous, mais face à la fin d'un mandat présidentiel, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je pense qu'il y a des issues. Il y a effectivement la responsabilité des peuples, parce que c'est le souverain primaire, mais il y a aussi la responsabilité de la classe politique. Quand on se retrouve dans des situations exceptionnelles comme celle du Congo en ce moment, où je prends toujours l'exemple de l'hôpital central de la capitale qui ferme comme exemple de dysfonctionnement des services publics. Donc, si vous n'avez plus aucun service qui fonctionne correctement, si vous êtes dans le creux de la vague, comme nous le sommes du point de vue de l'économie, de la société et tous les autres aspects que vous avez cités, il y a les inondations, par exemple, qui sont en train de grignoter le périmètre de toutes nos villes et même des zones rurales. Il y a la crise sanitaire qui s'ajoute à l'ensemble des autres crises. Vous mettez tout ça ensemble, vous présentez ça à un occidental, il vous dira que c'est un état de catastrophe. Donc, si vous lui dites qu'en pleine tornade, vous avez un ouragan qui est en train de balayer le pays et vous dites que vous allez aux élections, ça ne semble pas logique pour qui que ce soit. Or, le Congo aujourd'hui a le coronavirus, à la crise économique, à la crise financière, à la crise politique, à toutes les crises accumulées. Et dans ce contexte, je pense que c'est la classe politique à ce moment qui devrait prendre ses responsabilités, comme en 1940 en France, lorsque le pays est occupé par l'étranger, la classe politique française à ce moment a résolu de remettre tous les pouvoirs de l'État à un seul homme pour qu'il puisse régler cette question. Ça s'est passé en dehors d'un contexte électoral. On a fait venir le maréchal Pétain, on lui a confié tous les pouvoirs. En 1958, ils étaient dans une situation moins grave que celle que vit le Congo aujourd'hui. Et pourtant, la classe politique française, à ce moment-là, presque à l'unanimité, je prends des exemples de la France parce qu'ils sont plus proches de chez nous, en tout cas plus connus des juristes et des économistes congolais. Donc, la classe politique française, dans une situation moins grave que celle du Congo, a décidé de confier les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Donc, il y a le mécanisme de la Convention de la Constitution qui fait que toute la classe politique peut se mettre ensemble, prendre une décision consensuelle pour gérer des situations qui relèvent notamment de la Constitution. Et oui, mais maître, sans vous arrêter, maître, vous prenez l'exemple de la France, je veux bien, parce qu'on est très proche et on fait souvent du copier-coller, mais sauf que lorsque vous parlez de la France est un État bien structuré. C'est cela, et différemment de l'État congolais. La question c'est un peu comme si vous me disiez que il y a deux personnes qui ont de la fièvre, l'une est riche, l'autre n'est pas riche, et qu'il y aurait des remèdes différents pour faire baisser la fièvre. C'est la même chose, vous êtes en crise, vous avez des mécanismes juridiques, lorsque vous allez les appliquer, vous raisonnez comme des juristes, et d'autre part, comme homme politique ou comme homme d'État, vous prenez des décisions qui s'imposent à vous selon les circonstances, mais vous ne dites pas que nous sommes moins structurés que la France ou que nous sommes un pays, enfin. De ce point de vue, je reviens sur l'exemple de la fièvre. Ça ne
c'est pas différent selon qu'on soit riche ou pauvre. Il y a aussi un aspect qu'il faut prendre en compte. Vous dites la classe politique s'est réunie autour de De Gaulle. OK. Donc, si on transpose cet exemple, cette réalité au Congo, c'est comme si vous souhaitez dire ou inviter la classe politique congolaise se retrouve autour de Denis Sassou Nguesso pour affronter la crise. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que Denis Sassou Nguesso a eu tout le temps, mais encore des conditions favorables de diriger ce pays. L'argent, le temps, la quiétude, la paix, comme on le dit toujours. Il a été seul maître sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut encore lui apporter de plus pour qu'il propose quoi exactement? Vous faites très bien d'aborder la question de cette façon-là. Je commencerai par dire qu'il y a une confusion qui est opérée entre le fait que M. Sassou Nguesso est disposé du levier de l'État, qu'il ait eu un contrôle de l'ensemble du levier de l'État, c'est une chose. Mais ce dont nous parlons ici, c'est une situation qui mobilise les pouvoirs du chef de l'État et non pas du président de la République. Là-dessus, je dirais que le jugement qu'on a porté sur le président de la République n'est pas transposable sur la personne du chef de l'État, si tant est qu'il décide à n'importe quel moment de mener les guerres que nous avons à mener en ce moment. Oui, c'est quoi réellement? La différence, c'est quoi lorsque vous prenez ces exemples? Quelle sera donc la différence si jamais aujourd'hui, comme vous le dites, toute la classe politique se réunissait autour de Denis Sassou Nguesso, qu'on lui donne les pouvoirs d'un chef d'État? Oui. La différence, c'est quoi exactement? N'a-t-il pas bénéficié de ces conditions-là? Non, il n'a jamais bénéficié de ces conditions parce que lorsqu'on est chef d'État et qu'on va en guerre, par exemple, dans ce cas, si c'est une guerre économique, le chef de l'État se trouve dans le plein déploiement de la puissance de l'État lorsque la nation tout entière est réunie derrière lui. Si vous avez encore des querelles politiques telles que l'élection, qui a gagné, qui n'a pas gagné, on y va pas, vous n'êtes pas dans les conditions de mobiliser toute la puissance de l'État. Donc, il vous faut l'unité politique de la nation. Toute la nation regarde dans une même direction. Il y a un chef qui, à ce moment, agit non plus comme un partisan, chef d'un parti ou d'une majorité, mais il agit comme le chef de l'État, donc il est en tête de toute la nation. Ça, vous verrez les meilleurs exemples de ces situations lorsque les pays vont en guerre. Je pense que c'est aussi un problème d'homme. Vous croyez que Denis Sassou Nguesso a ces aptitudes-là, même si on s'unissait autour de lui confiait par exemple les pouvoirs d'un chef d'État? Vous pensez qu'il a une vision de faire mieux que le temps qu'il a eu à gérer le pays? Je vous rappellerai... Parce que c'est un problème de vision et de rêve aussi, à ce que je sache. C'est pour cette raison que je parlais du rassemblement de toute la nation. Il faut faire l'unité politique du pays. Pourquoi l'unité politique du pays? Parce que le chef d'État, à ce moment, n'agit pas selon sa seule vision, selon sa seule volonté. Sa volonté, effectivement, dans ces circonstances particulières, devient loi parce que tout ce qu'il décide, personne ne doit le contester, tout le monde l'accompagne dans cette direction pour la réalisation des objectifs. Or, lorsqu'il est dans cette condition, il mobilise toutes les ressources de la nation. Ça veut dire que vous, M. Perrin, vous êtes à Washington. Si le président de la République, agissant en tant que chef d'État dans une situation de guerre économique, a besoin de vous immédiatement au Congo, on vous mettra dans le prochain avion et si vous ne le faites pas, vous manquerez à votre devoir de citoyen congolais parce que la citoyenneté, c'est aussi des obligations. Et donc, le président de la République, hissé dans la fonction de chef d'État, dispose de toutes les ressources de la nation. Il peut mobiliser qui que ce soit et toutes les choses qui sont présentes sur le territoire. Et avec cette puissance, il est capable de régler tous les problèmes, en tout cas partout ailleurs dans le monde. Lorsque vous êtes dans des situations d'une extrême gravité, vous ne pouvez pas faire l'économie de l'unité politique de la nation, du rassemblement de toute la nation derrière le chef. Et le chef, à ce moment, se donne les moyens de mener cette lutte en mobilisant toutes les intelligences du pays et toutes les énergies. Alice, vous pensez que, je crois que c'est ce que recherche, sinon appelle avec tous les vœux les opposants politiques du Congo. Ils en appellent à un dialogue national inclusif,
question de s'asseoir et de regarder toutes ces questions. Vous pensez qu'il y a quelqu'un quelque part qui coince la machine, si ce n'est Denis Sassou Nguesso lui-même, qui ne veut rien savoir de ce dialogue. Tout peut partir de ce dialogue, non? Je ferai une petite nuance à ce niveau-là. Une petite nuance parce que, prenons l'exemple de la concertation de Madingu. À Madingu, il y a eu les forces politiques dont vous parlez. Quel a été le sujet? La gouvernance électorale. Donc, on était sur un sujet relativement politique qui se rapporte au partage de pouvoir. Et le dialogue tel qu'il a souvent été appelé des vœux de certains dirigeants est généralement orienté vers la discussion sur certaines questions, mais essentiellement politiques. Ici, la différence, c'est qu'on est dans un contexte économique tel que les souffrances des Congolais ne peuvent pas, on ne peut pas, dans le contexte de ces souffrances très accentuées des Congolais, aller dans les divisions politiques qui sont les nôtres habituellement, chercher à savoir qui a fait quoi. Qui devrait normalement avoir l'initiative de rassembler tout le monde autour de lui. Je me souviens en 2015, lorsque nous allions vers le changement de la Constitution, je recite les mots, c'est ce que Hollande a dit à Denis Sassou Nguesso, sachant qu'il allait violer la Constitution, changer la Constitution. Il lui dit « Ok, mais après, il faut rassembler, apaiser. » Denis Sassou Nguesso est bien conscient de cela. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, on se retrouve dans une crise beaucoup plus aiguë qu'avant. Qui peut initier cette rencontre autour de lui? C'est là la question. N'est-ce pas Sassou Nguesso qui devait avoir cette initiative? Lui qui a les manettes. Mais ce serait un procès d'intention. Il ne m'appartient pas de dire qui devrait faire quoi à quel moment. Et 2015, à la vitesse où les choses changent dans le monde, 2015, c'est presque un quart de siècle maintenant. J'ai moi-même été opposé au changement de la Constitution parce que je considérais que c'était une opportunité que le Congo perdait, une opportunité en tout cas de faire l'alternance pacifique parce que c'est le chaînon manquant de la vie politique congolaise, parvenir à maîtriser l'alternance pacifique au pouvoir. Donc, bien que j'ai combattu le changement de la Constitution pour les raisons que je viens d'évoquer, je considère que 5 ans plus tard, 6 ans plus tard pour être plus précis, la situation du Congo s'est tellement dégradée qu'on ne peut pas regarder qui a mis le feu. Lorsque la maison brûle, on ne cherche pas qui a mis le feu, on éteint le feu. Oui, mais je suis tenté de te poser la question, lorsque tu parles de se mettre autour d'une personne, c'est-à-dire de conjuguer les efforts, c'est-à-dire toute la classe politique, c'est autour de qui en fait? Quelle est l'image qui te vient à l'esprit lorsque tu parles de se rassembler autour de quelqu'un? Qui, selon toi, pourrait assumer les fonctions du chef de l'État? Maintenant, là, pour aller en guerre contre, évidemment, tous les maux que nous sommes en train de décrire. Audio Jungle.